Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine sont mises sur la table. Un invité nous accompagne et fait son analyse à notre micro. L'actualité dans le pays reste dominée par ces bruits de la révision de la Constitution. L'UDPS est vent debout. Il faut absolument modifier la Constitution de la République démocratique du Congo afin de l'adapter aux réalités congolaises. Est-ce une volonté de changer les choses ou plutôt une question d'avoir un pouvoir éternel? On en parle dans cette émission. On reviendra également sur le fameux dossier Moulondé où Moïse Katumbi est mis en cause. Un procès est en chantier, c'est pour bientôt. Et la cohésion nationale, faut-il oui ou non mettre tous les Congolais autour d'une même table afin d'obtenir la cohésion nationale? On abordera également cette question. Notre invité est un habitué de nos plateaux. C'est M. Hubert Kabasoubabo que nous joignons à partir d'Afrique du Sud. M. Kabasoubabo, bonsoir. Bonsoir, M. Peroulouara. Toujours un grand plaisir de vous avoir, monsieur de la politoscopie. J'ai discuté avec quelqu'un en préparant cette émission. J'ai dit, je vais recevoir monsieur de la polistocopie. Il m'a dit, non, c'est pas la polistocopie. C'est plutôt la tshisekédiscopie et la tshisekédiphobie. Avez-vous un problème de phobie tshisekédiste ou vous avez un problème personnel avec votre frère Félix Tshisekedi? Non, pas du tout. Hein. Et il vous suggère d'échanger les noms de l'émission en tshisekédiphobie plutôt que de parler de la politoscopie. Non, mais ce serait un véritable blasphème, je veux dire, intellectuel. La politoscopie, en fait, c'est une exploration, je veux dire, conceptualisée, qui utilise des matériaux théoriques, paradigmatiques, parce que je suis politologue, je ne suis pas commentateur politique, ni chroniqueur politique, bien que je respecte les commentateurs et les je veux dire, les chroniqueurs politiques. Donc, je suis politologue, et donc j'utilise, je veux dire, ce gisement des concepts, des théories, de la science politique, pour élucider, rendre intelligible, compréhensible, les événements et les phénomènes politiques de notre pays. Je n'ai aucun problème personnel avec M. Tshisekedi, qui lui a vécu à Bruxelles, dans les bistrots de Bruxelles, dans les rues de Bruxelles. Moi, je suis plutôt en Afrique du Sud. Je ne l'ai jamais rencontré, quoi. Je n'ai donc aucun problème. Bien au contraire, je lui avais rendu d'énormes services, dans ce sens que sa toute première interaction avec les gouverneurs, parce que je suis un ancien gouverneur, mais surtout je suis un ancien président de l'Association des provinces de la République démocratique du Congo, élu par les autres gouverneurs à l'époque. Et donc, sur cette base-là, j'avais conçu la note conceptuelle qui a permis au président Tshisekedi pour la première fois de rencontrer dans un séminaire tous les gouverneurs afin de leur articuler sa vision. Ben voilà, mais également j'avais fait des formations. J'avais administré des formations à l'UDPS à Limité et les cadres de l'UDPS avaient été également conviés à nos formations au Texas, à Usalga. Voilà. Mais je n'ai aucun problème contre lui. Ben, on reviendra sur la question. Je vous ai déjà posé cette question, toujours dans ce sens-là. Vous dites que vous n'êtes pas analyste politique, vous êtes plutôt politologue. Vous répondez comment, pour une énième fois, à ceux qui pensent que c'est plutôt du sophisme que vous faites? Vous tentez d'impressionner les gens avec des gros mots, alors que dans le fond... Vous dites que vous voulez rendre de la politique intelligible, mais plutôt quand on vous suit, on a l'impression que c'est un discours pompeux, teinté des mots compliqués, des mots pour impressionner, plutôt que dans le fond de ce qui se passe. La plupart de vos détracteurs parlent plutôt d'un sophisme exagéré par rapport à ce que vous faites. Mais je suis désolé, mais là, ils étalent une sorte d'analphabétisme politologique, parce que la science politique est une science. Et donc, si vous voulez, la première science à laquelle on recourt pour comprendre les phénomènes politiques, pour comprendre les événements politiques, pour comprendre les dynamiques politiques,
la première science à laquelle on recourt, c'est la science politique. Et donc, quand vous recourez à la science politique comme un système je veux dire, des connaissances structurées, alors vous devez utiliser, vous devez puiser dans je veux dire, dans le gisement lexical de la science politique. Et donc, vous n'allez pas parler comme un juriste ou comme un géographe ou comme je sais pas moi, un médecin. Donc, vous parlez en utilisant le jargon de la science politique qui permet de rendre plus intelligible, plus compréhensible les événements de votre pays, mais également du monde. Et surtout, mon audience n'est pas l'audience populiste. Mon audience, il est assez select. C'est l'audience d'une certaine sphère intellectuelle qui peut capter les matériaux de ma discursivité. Voilà. Et donc, il y en a beaucoup de la science politique, mais également de journalistes qui sont spécialisés dans des questions politiques, des juristes qui sont spécialisés dans les questions politiques, des économistes qui sont spécialisés dans les questions politiques, qui comprennent ce que je dis. Et bien voilà, quoi. Et donc, ceux qui prétendent qu'ils ne comprennent rien, c'est simplement soit de la mauvaise foi, ou soit par vacuité en termes de matériaux de cette science. Parce qu'il y a rien que j'invente là-dedans quand je parle de la politoscopie, ou de la gouvernométrie, ou quand je parle du despotisme, du néopatrimonialisme, de la socialisation politique. Mais voilà. Et donc, il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est la science politique pure et simple. Allez, Hubert Kabassoubabo, vous évoquez le fait que vous avez été gouverneur du Kasaï occidental à son époque. J'ai vu certains de vos frères kassaïens se mobiliser. Vous suivez certainement l'actualité, vous regardez par exemple les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous ces voyourismes, cette délinquance qui se passe aujourd'hui au travers des réseaux sociaux avec la langue des Chiluba par exemple? Vous savez qu'aujourd'hui il y a des échanges où les gens s'insultent. Là, je vous fais réagir avant qu'on entre vraiment en profondeur par rapport à l'émission, parce que je connais que vous êtes Moulouba vous-même et vous avez été gouverneur. Quand vous regardez, vous, des personnes comme votre sœur Denise Mukendi, quand vous regardez votre frère comme Jacques Indala, votre frère comme Dinosaure, les fameux dinosaures, en train de se livrer à des insultes à l'intérieur des pantalons et même des pannes des mamans, en Chiluba en plus, est-ce que c'est ça la culture kassaïenne? C'est une dépravation menée par Tshisekedi. Comment expliquez-vous ça alors que le kassaïen, vous qui êtes politologue, vous avez peut-être un regard social aussi de la société, comment expliquez-vous que les kassaïens qui étaient réputés pudiques se livrent aujourd'hui et en plus en Chiluba à ces genres de spectacles sur les réseaux sociaux? Je pense que la question, ou si vous voulez les questionnements est très pertinent parce que il interroge en fait la dégénérescence sociétale de manière générale, mais laquelle dégénérescence sociétale a comme symptôme ou point de sortie, malheureusement, le microcosme de l'UDPS. On assiste à une sorte d'expression, vous donnez l'UDPS responsable de ça? Oui, parce que l'UDPS, qui était censé être comme un parti socialiste, un parti d'avant-garde, les partis politiques de la gauche ou centre-gauche, socialistes, sont des partis d'avant-garde qui s'assignent comme mission fondamentale. Vous ne pouvez pas être un parti politique de la gauche, centre-gauche, sociodémocrate comme l'UDPS, et ne pas avoir la fonction de la normativisation, je veux dire, de la société. Ça veut dire amener la société à se conformer à un certain nombre de standards normatifs, la société à se conformer à un certain nombre de principes qui permettent l'éclosion de la dite société en vue de la rendre apte à son développement intégral. Et donc, l'UDPS a fait preuve, je veux dire, d'incapacité ou, si vous voulez, d'inaptitude à comprendre sa fonction de normativisation, sa fonction, j'allais dire, de civilisation, en fait, non seulement de l'espace politique et de la société en général, mais surtout de ses propres cadres et de ses propres membres. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais assisté à ce genre de spectacle, comme on dit en Chiluba, Bantu Bafenda Bamamu Mubilamba. Chez les Luba du Kasaï, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Vous risquez de payer. Si vous faites ce qu'on appelle
en public, vous allez payer les tubas ou quelque chose comme ça. Là. Mais on n'a jamais assisté à ces spectacles sous la génération d'excellents acteurs politiques, notamment l'époque de la génération de Tshisekedi, de Mbouankiem, même lorsqu'ils avaient des interactions assez chaudes, des frictions assez chaudes avec Mobutu. Jamais on a assisté à cela. Et la deuxième génération également de mon vieux Moubaké, du Placide Tchibala ou encore Placide Tabassé. oui, on n'a jamais assisté à un tel spectacle. Malheureusement, on voit à l'époque de Tshisekedi des gens qui se déclarent ces communicateurs s'est livré à un tel spectacle et lui-même Tshisekedi, il n'a jamais appelé pour le réprimander. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est communicateur du chef de l'État et s'est livré à des tels spectacles et le chef de l'État qui est censé être le bénéficiaire des services de cette personne ne réagit pas. La maman du président, qui est, comme on dit en Chiluba, Mamou, elle entend comment quelqu'un insulte Tchalamouana, dans Moubilamba, insulte Mabunda Moubilamba, n'a jamais réagi. Kabouya, qui a grandi au Kasaï, et apprend que les gens utilisent de telles invectives, des insanités grossières, et n'ont jamais bougé les petits doigts. Et donc, je pense que on ne peut que pointer le doigt à cette génération de l'UDPS qui n'a rien à voir avec l'excellence des prestigieux acteurs politiques qui avaient fondé l'UDPS. Donc c'est l'UDPS qui est à la base de cette dégradation sociétale et qui touche même à des valeurs intrinsèques du Kasaïen. Pour vous, rien à faire, c'est l'UDPS. Non, je ne dis pas que c'est l'UDPS qui est la force causale, mais j'ai dit que l'UDPS a fait preuve d'incapacité et d'inaptitude en tant que parti politique de la gauche ou de centre-gauche, parti des partis politiques sociodémocrates, parce que chaque parti sociodémocrate a, entre autres missions, entre autres fonctions, la fonction de la normativisation de la société, la fonction, je veux dire, de l'injection, d'abord dans ses militants, dans ses cadres, d'un certain nombre de valeurs, de la conformité aux standards de vie et d'excellence dans la société. Et donc, on n'a pas vu les déploiements de cette capacité de la part de l'UDPS, parce que, comme je dis, cette génération de l'UDPS n'a rien à voir en termes de normes et de principes et de valeurs avec les deux premières générations, notamment celle de Tshisekedi, celle de Moubaké et de Tchibala et de mon ami Rémi Massamba. Allez, on va terminer, on va quitter ces chapitres-là avec peut-être cette dernière question. Vous êtes un observateur de la société, vous avez assumé des fonctions dans ce pays. Il y a eu un temps dans le Congo, dans ce pays, où on disait que le Kasaïen ne sera pas au pouvoir. Que quand le Kasaïen arrivera au pouvoir, Bakonia Tabatu, Lokola Bakayas, que le Kasaïen n'est pas créé avec l'Adenda. Ah, comment on a pouvoir. Est-ce que quand vous regardez ce que votre frère fait, Tshisekedi fait, quand vous scrutez la gouvernance de Tshisekedi, vous, Kasaïen, vous ne donnez pas raison à ceux qui disaient que ça serait une erreur qu'un Kasaïen arrive au pouvoir, que ceux-là avaient raison de craindre une éventuelle arrivée d'un Kasaïen au pouvoir? Je me suis toujours rappelé que lorsque je travaillais comme ADF, administrateur directeur financier, du CEEC, le Centre d'expertise et d'évaluation des matières précieuses, là, sous le boulevard, une fois, j'allais à pied vers le Zando, je crois vers l'anecdote son paysan d'or. Je me rendais à pied vers le Zando là-bas. Alors, je suis arrivé au niveau de l'avenue du Commerce, c'était, je crois, en 2005, je crois. Il y avait 3 jeunes gens qui devaient avoir, bon, dans la vingtaine, je crois, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Ils parlaient, moi j'étais derrière eux, ils causaient entre eux les 3. L'un disait, bon, on a l'élection avec Kouya, Nanamoni, Gizenga pour gagner. Le second dit, Gizenga, non, Gizenga c'est pas bien pour gagner. Et l'autre dit, Namoni, Kabila Karamuta pour gagner. Ah, Kabila pas de critiquer. L'autre dit, non, mais tu sais qu'il y a lui, il a Boma. Et donc voilà, moi-même qui te parle, je me rappelle que quand j'avais 6 ans, je crois, à Bandal, là-bas derrière la commune, une fois, 6 ans ou 7 ans, ma mère m'envoie acheter de l'huile, et je vais acheter de l'huile quand je rentre, les jeunes gens du quartier me suivent, Petit Moulouba. J'ai une sorte de cicatrice derrière mon dos de Petit Moulouba. C'est simplement pour dire que la haine viscérale qui avait été
je veux dire, déployée contre les Balouba, qui ont en fait une haine, non seulement les Balouba, mais les Kassaïens en général. C'est une haine qui a nourri en fait cette thèse-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, malheureusement. Mais ils ont raison. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ils n'avaient pas. Toi, il a raison, le bateau que couper ça, Moulouba pouvoir. Moulouba. Tant aux autres, malheureusement, on est face à une réalité d'une véracité tout à fait immarcessible, comme on dit. Donc, c'est un fait. Nous nous rendons compte que justement, il y a une tribalisation à outrance. Il y a une véritable vacuité, une véritable déviance en termes de la gouvernance classique, de l'art de gouverner l'État moderne. Et malheureusement, c'est là, à porte de l'eau, corrobore en fait cette thèse-là. Mais est-ce que ces Kassaïens ou ces Balouba qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils représentent l'échantillon idéal de tous les Balouba ou de tous les Kassaïens? Que non. On a vu Madi Mouloumba, qui fut Premier ministre, il était excellent. D'ailleurs, Madi Mouloumba est devenu Premier commissaire d'État parce qu'il avait impressionné Mobutu. Il avait développé la thèse du Zaïre qui était devenu le plus grand exportateur de capitaux. On a vu également Moulumba Lukoji à son époque. On a vu Pinga Kassende, brillant académicien, mais également théoricien du Imper-Parti-État. Malheureusement, c'était l'Imper-Parti-État. Et donc, il y a eu beaucoup de Kassaïens qui ont été Premier ministre ou Premier commissaire d'État, qui ont brillé. On a vu même Bruno Tchibala, qui a été un véritable gentleman dans ses interactions, dans son parler, calme, modéré, équilibré. Malheureusement, on voit qu'ici, il y a des Kassaïens qui ne représentent pas, je veux dire, l'échantillon idéal de Kassaïens. Si on veut parler de Kassaïens, excellents, illustres, prestigieux, c'est pas Tshisekedi qu'on va montrer, c'est pas la cohorte de la pègre de Bruxelles qui est autour de lui, malheureusement. Et donc, je me dis que, malheureusement, bien que ça ne soit pas, je veux dire, l'échantillon idéal des Kassaïens, malheureusement, l'histoire retiendra que, accidentellement ou par incidence, on aura corroboré la thèse de gens qui estimaient que le Moulouba n'allait pas devenir. Non, tu as raison, couper ça, Moulouba pouvoir. Moulouba c'est vraiment raison. C'est bon, malheureusement, je ne pense pas que il représente le Moulouba idéal, parce qu'il y a eu des Balouba ou des Kassaïens, des Balouba général, qui ont géré les pays à des très hautes responsabilités et qui se sont distingués par leur qualité. Je veux dire, non seulement en termes intellectuels ou de technocratie, mais en termes de valeurs, en termes d'éthique et en termes de relations avec la société, en termes d'interaction avec les collaborateurs et même avec leur contre vis-à-vis de leurs adversaires. Il y a des Kassaïens qui ont fait preuve, je veux dire, de respect, qui ont fait preuve de bienséance. Merci beaucoup. Allez, on va mettre le pied dans la politique, M. Kabasoubabo. L'actualité dans le pays, c'est cette affaire de Moulondé où on va bientôt ouvrir un procès contre M. Moïse Katumbi qui est allé construire un aéroport à Moulondé dans le Grand Katanga. On dit que c'était pour préparer l'arrivée des rebelles, etc., etc. Quelle est votre première lecture, première réaction par rapport à cette actualité de Moulondé? Est-ce que vous l'avez suivi? Comment analysez-vous et l'action de Katumbi et la réaction des autorités du pays? Je pense que j'avais fait quelques vidéos là-dessus. J'avais offert quelques analyses là-dessus. Et j'ai même fait, je crois, une vidéo en anglais là-dessus. La réalité, c'est qu'on n'est pas surpris sur la reprise, la reproduction, peut-être dans une version plus saugrenue, plus baroque, de la politique aérienne du régime obscurantiste de M. Tshisekedi. Parce qu'il n'y a, dans cette affaire de Moulondé, ni crime, ni infraction. Parce que nous savons, nous tous, d'abord, Moïse Katumbi, qui est un moderniste. Par sa nature, Moïse Katumbi, moi, j'ai travaillé dans le Katanga. Non seulement que je suis qu'à sa part de l'université de Lubumbashi en Sciences Po, mais j'ai également travaillé à Lubumbashi, à l'Union des banques à l'époque, UZB, comme chef du département étranger. À l'époque, d'ailleurs, mon gérant, c'était, pour le dire rapidement, mon gérant, Feu Constantin Chiombo, les grands frères de François Beya. Et donc, je connais bien le Katanga parce que
Dans le Katanga, vous aviez par exemple l'église méthodiste, qui est la plus grande église protestante dans le Katanga, qui a des petites pistes d'atterrissage, des aérodromes. Et quand il pleut, on amène des gens pour essayer d'arranger, de remblayer ou de compacter pour que les petits avions, les Cessna, puissent atterrir. Parce que l'église méthodiste, par exemple, travaille avec une organisation chrétienne de petits avions pour aider dans ce sens-là. Mais également des grandes fermes à l'époque, comme les Grelka, les grands élevages des Katungola, qui avaient des pistes. Et Moïse Katumbi, dans ce contexte-là, comme moderniste, quelqu'un qui a, je veux dire, l'esprit pour le bien-être de la population, a déjà, si vous voulez, réflexionné ou si vous voulez, fait remblayer, fait compacter, en fait, plusieurs pistes, notamment chez lui à Kachobwe. Et la piste dont on parle est dans la concession de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a pas reconstruit ou n'a pas élargi la piste. C'est une petite piste sur laquelle seulement de petits Cessna peuvent atterrir. Et donc, il y a là une irrationalité, je veux dire. Il y a là simplement un stratagème du despotisme obscurantiste pour accorder, je veux dire, attribuer un crime loufoque en disant que, bon, on arrange la piste pour que un commando ou des troupes puissent atterrir afin de venir déstabiliser le régime des frappocrates qui sont aujourd'hui connus comme aussi un régime sodomique, malheureusement. Quand je dis régime sodomique, il ne faut pas que les gens soient scandalisés. Comme on dit à Tchoulouba, et donc, il me semble que c'est ça. Mais également, dans le Kasaï, que ce soit à Luebo, que ce soit à Kamonia ou à Chikapa, les avions qu'on appelle les Tchénankwang, c'est-à-dire des vieux appareils de Antonov, atterrissent sur des pistes comme ça. Et les pilotes eux-mêmes, quand ils atterrissent, quand il a plu, ils arrangent, ils n'ont pas demandé, je veux dire, à l'autorisation des titres, c'est soit parce qu'il ne s'agit pas d'élargir ou d'allonger, c'est simplement de remblayer, de compacter. Non, mais, donc, vous en toute légalité, légaliste que vous êtes, vous comprenez qu'un individu se réveille un matin, sans l'autorisation, sans écrire, sans quoi, ils mettent en place sur la place publique, sur la voie publique, des tracteurs pour ouvrir une piste sans en informer au préalable les autorités. Malheureusement, mon frère Perrault, il ne s'agit absolument pas d'ouvrir une piste. Moïse Katumbi n'a pas ouvert une piste. Moïse Katumbi a simplement amené des compacteurs pour remblayer, je dirais stabiliser la surface de la piste. Sans autorisation, sans autorisation. Donc, ça, on peut se réveiller un matin, vous pouvez sortir chez vous, vous trouvez un trou devant la parcelle, vous commencez à construire sans consulter l'OVD, sans consulter le ministère des Infrastructures. On peut ne pas aimer Tshisekedi, mais devant la violation flagrante de la loi, nous devons quand même être unanimes. Est-ce que vous ne reconnaissez pas que ce que Katumbi a fait est une violation flagrante de la loi? D'abord, la loi ne prévoit pas d'infraction relative au fait de remblayer ou de compacter une piste, de manière générale. La loi parle du cas de l'élargissement ou de la modernisation de la piste. Ça, c'est des 1. Mais de 2, cette piste-là, c'est pas une piste publique. Elle se trouve dans la concession de Moïse Katumbi. Tshisekedi, Moïse Katumbi l'a dit, mais Tshisekedi le sait dans son cœur. Et tous ces flibustiers politiques qui sont dans son entourage, qui manipulent en fait cette sorte de pouvoir haineux, ils savent que même lui-même, Tshisekedi, a même atterri avec un hélicoptère sur une piste qui est dans la concession de Moïse Katumbi. Et donc, quelle que soit la manière dont on retourne cette problématique, il n'y a aucune infraction, mais on note simplement qu'il y a une obsession meurtrière, il y a une obsession assassine, un peu comme c'est que l'intellectuel et politologue camerounais Assane Bembe appelle la nécropolitique, le pouvoir de la mort. C'est dans la nature même. Ce régime a un pouvoir, c'est la nécropolitique, le pouvoir de la mort. Vouloir non seulement la mort physique, mais la mort dans les sens de la mutilation de la personne de l'autre. Rappelez-vous que M. Tshisekedi a appelé à traiter Moïse Katumbi de borderline. Une injure qu'un homme d'État
ne peut pas sortir une invective nauséabonde qu'un homme d'État ne peut pas sortir vis-à-vis non seulement d'un concitoyen, mais de la personne qui a aidé la famille Tshisekedi, même feu Étienne Tshisekedi, même la mère de Tshisekedi, toute la famille de Tshisekedi, et même la grande opposition qui a aidé pendant des années. Voyez-vous? Et c'est donc tout à fait inacceptable. Je pense que il y a un seuil que M. Tshisekedi ne doit pas, au-delà duquel M. Tshisekedi ne doit pas aller, et les Congolais doivent se mobiliser. Sinon, après Moïse Katumbi, ça va être quelqu'un d'autre, un autre Congolais, et on va monter une histoire pour l'éliminer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le vrai problème de M. Tshisekedi, c'est de neutraliser Moïse Katumbi, parce qu'il sait que Moïse Katumbi, par sa casquette de leader de l'opposition institutionnelle, je veux dire, les leaders de l'opposition parlementaire, avec cette casquette-là, il peut aller à n'importe quel parlement dans le monde, il peut aller au Congrès, il peut aller au Parlement européen, il peut aller au Parlement français et démontrer l'absurdité de ces tentatives de modifier la Constitution pour faire de Tshisekedi un autre Tshisekedi, Kukungwendu, ou Etienne Tshisekedi, ou Mupompa. Voyez-vous? Mais l'autre dimension, c'est que M. Tshisekedi, avec sa bande qui est en train de monter, en fait, ce schéma de trahison, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de la trahison. Et ils savent tous que lorsqu'ils avaient monté la dynamique pour prévenir ou empêcher le changement ou la révision de la Constitution, je crois, entre 2015 et 2016, la personne qui était au centre de la machine, qui a ouvert les portes pour les lobbies aux États-Unis, qui a mené Tshisekedi au département d'État et partout en Europe, Tshisekedi sait que c'est Moïse Katumbi. Et donc, on veut monter ces stratagèmes saugrenus pour neutraliser, anéantir, et si pas physiquement déstabiliser Moïse Katumbi. C'est tout à fait absurde. Donc, vous parlez de la politisation d'une affaire banale pour mettre au coffre quelqu'un qui dérange. Pour vous, Katumbi dérangerait Tshisekedi il faut rappeler, l'a copieusement battu lors des dernières élections. Hein? Mais vous et moi, nous savons que M. Tshisekedi a versé dans la criminalité électorale la plus nauséeuse de toute l'histoire des élections en Afrique. Et que la victoire de Moïse Katumbi lui a été volée par ses membres de la pègre de Bruxelles et leurs laquais à la Cour constitutionnelle et à la CENI, et que on lui a accordé un deuxième mandat frauduleux, et on a également des institutions qui sont tout à fait illégitimes. Donc, M. Tshisekedi est dans une démarche qui souffre déjà elle-même d'invalidité, parce que cette démarche, il va tenter de la dénouer avec un Parlement dont les animateurs sont tout à fait illégitimes. Et le Parlement ne saura avec validité, je veux dire avec une valeur ajoutée, finaliser cette démarche par le fait que la démarche elle-même, en amont, elle est déjà minée par l'illégitimité du Parlement et par le pouvoir frauduleux, le deuxième mandat frauduleux de M. Tshisekedi. Alors, abordons la question de la révision de la Constitution. Vous dites que le motif pour lequel Tshisekedi on voudrait à Katumbi, ça sera la révision de la Constitution. Et Tshisekedi, ou par ses hommes, estime que la Constitution actuelle n'est pas adaptée à nos réalités. Vous-même, vous êtes un ancien rebelle, vous avez travaillé pour les RCD, vous avez tué les gens, vous nous avez coupé le courant à un moment donné à Kinshasa, même si aujourd'hui vous passez pour des donneurs des leçons, alors que sous les RCD, les femmes ont été violées, Makobola, vous avez travaillé dans un mouvement comme ça. Est-ce qu'ils n'ont pas raison que la Constitution ait été adoptée par des belligérants qui n'avaient aucune légitimité, mais non que nous avons un pouvoir légitime des autorités, notamment le président de la République, élu avec plus de 73%, est-ce que ce n'est pas légitime que de donner au Congo une constitution conforme à ces réalités? Bon, voilà, je vais répondre à la question, mais si vous permettez que je vienne rapidement pour relativiser vos propos sur les RCD. Vous n'avez pas été, malheureusement, vous n'avez pas été au RCD, vous n'avez pas servi les intérêts du Rwanda contre le Congo. J'étais secrétaire général du RCD, je ne peux pas nier mon histoire politique, je ne peux pas nier
ma trajectoire politique. J'étais secrétaire général du RCD et j'ai d'ailleurs été secrétaire général du RCD 2 fois. J'étais secrétaire général du RCD vers la fin de la guerre, parce que j'étais recruté à partir de l'Afrique du Sud, mais j'étais également secrétaire général du RCD, parti politique. En fait, je suis créateur du RCD. Le RCD accusé de beaucoup de violations des droits de l'homme, parce que vous parlez aujourd'hui des droits de l'homme. Hein. Vous qui avez servi un mouvement qui a laissé entre les mains, vous vous levez aujourd'hui pour contredire Tshisekedi. C'est quand même absurde, c'est quand même contradictoire hein, d'entendre ça de vous. Non, c'est pas contradictoire, parce que si vous parlez de Tshisekedi lui-même baigne dans les sangs des pendus de la Pentecôte. Tshisekedi lui-même baigne dans les sons de massacre des étudiants des Levanium. Tshisekedi lui-même baigne dans les sons des conspirateurs, parce qu'il ne faut pas oublier ici, ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas focaliser sur le RCD comme l'incarnation du satanisme meurtrier dans toute l'histoire du Congo. Il faut relativiser les choses. D'abord, le massacre des Kakobola dont on parle n'a pas été perpétré par les RCD, il a été perpétré par des renégats, des soldats qui avaient enfreint aux règles d'engagement, aux règles de combat à Kakobola. Et les RCD avaient même essayé d'arrêter ces militaires-là pour les déférer devant la cour martiale du RCD, et ces soldats avaient fui et s'étaient rébellés contre les RCD. Donc, les RCD avaient voulu faire triompher. Non, monsieur Kassoubabo, ne sanctifiez pas les sanctifiables. Non. Les Congolais qui vous regardent, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une sorte d'absurde sur les actions du RCD. Le RCD a été un mouvement meurtrier qui auteur de plusieurs assassinats, des massacres dans l'Est de la République. Le RCD a coupé le courant au Congo. Attendez. Vous pouvez avoir la haine contre Tshisekedi, mais je ne vous laisserai pas béatifier et sanctifier le RCD. La question de la Constitution. Citez-moi. J'ai dit qu'il faut mettre les choses dans le contexte pour établir la responsabilité. Les RCD, moi, quand j'étais secrétaire général du RCD, les RCD n'a jamais été dans une réunion où les RCD a planifié le meurtre ou l'assassinat de qui que ce soit. Comme dans toute rébellion, d'ailleurs, ici même en Afrique du Sud, il y a eu Truth and Reconciliation Commission. Même l'ANC a torturé et assassiné des gens par l'œuvre de certains éléments qui étaient des éléments rogues, comme on dit, des éléments qui s'étaient rébellés à l'ANC. Et donc, le RCD n'a jamais planifié un meurtre, le RCD n'a jamais planifié des tueries en masse. Les éléments militaires qui ont perpétré des crimes, le RCD les a poursuivis pour les déférer devant la justice militaire. Ça, c'est de 1. Mais de 2, si vous mettez les choses en contexte, depuis 1960, il y a des gens qui ont commis des crimes plus que les RCD. C'est pourquoi d'ailleurs quand on dit la justice transitionnelle, il faut voir la problématique dans sa totalité. Il y a des gens qui ont bouffé les Italiens, il y a des gens qui ont dépiécé les Kassaïens, il y a des gens qui ont dépiécé, les prêtres, les sœurs religieuses à Kisangani et partout. Donc, il faut voir la problématique dans sa totalité. Il ne faut pas faire croire à l'opinion que le RCD porte seul la responsabilité, des crimes éventuels qui auraient été commis par des éléments qui ne voulaient pas, se conformer à ce qu'on appelle les règles d'engagement militaire. Voilà, ça c'est les 1. 2. Maintenant, en ce qui concerne la Constitution. Vous êtes fier d'avoir été au RCD et vous portez et l'actif et les passifs du RCD. Ça ne vous gêne pas lorsqu'on évoque RCD? Ça me gêne pas. J'ai été au RCD. Un mouvement pro-rwandais créé par les Rwandais contre votre propre pays, ayant servi au pillage du pays. Ça restera comme une sorte de, comment on appelle ça, talon d'Achille qui va vous poursuivre jusque dans votre tombe, parce que à chaque fois que vous prenez la parole, on dit allez, cet ancien rebelle du RCD, ils ont tué des gens. On n'a pas de leçons à recevoir. Justement, mais il faudrait également dire que quand quelqu'un prend la parole, qu'on dise que voilà, son père a été à la base de la pendaison même d'un premier ministre. Il y avait Kimba parmi les pendus de la Pentecôte. Que telle personne, son père a été dans un régime qui a assassiné les étudiants de l'Ovanium, dans un régime qui a assassiné, les majors
Kaloumé et les autres. Et donc, il faut relativiser, il faut mettre les choses dans leur contexte, parce que le RCD n'est pas le seul mouvement rebelle dont les éléments ont commis des actes répréhensibles par leur propre, chef, du fait que ces éléments-là n'ont pas voulu, comme je le répète encore, se conformer à la règle de l'engagement militaire. C'est une part de l'histoire de la RCD et de la République démocratique du Congo et du RCD qui devra être, explorée et explicitée. Voyez-vous, malheureusement, il y a de faussetés qu'on a injectées en masse dans la conscience collective, de telle manière que toute tentative de rectifier en fait la narrative, on la considère comme étant de l'arrogance, etc. Et malheureusement également, les RCD et ses animateurs n'ont pas eu le courage, au moment où je parle, de se mettre debout pour expliquer leur version de fait. Ça, c'est, je pense que c'est l'une des faiblesses, mais en réalité, les RCD n'a jamais. D'ailleurs, les RCD à compte, parce que si les RCD n'avaient pas amorcé sa révolution, ce qu'on appelait la révolution corrective, dans un contexte où il y avait eu résurgence en fait de l'autocratie, où les partis politiques avaient été, on le sait, les partis politiques avaient été prohibés, les ONG avaient été prohibés, il y avait une économie dirigiste. Malheureusement, Mouzé avait de bonnes intentions, mais malheureusement, les contextes n'étaient pas appropriés parce qu'il a voulu appliquer, un modèle de gouvernement des types marxistes communistes qui était contre l'élan déjà de la libéralisation politique qui avait été amorcée depuis, la conférence nationale souveraine. Donc, il faut voir ça dans une perspective dialectique. Les RCD a apporté sa contribution dans le sens d'une lutte qui a permis de remettre le pays sur les rails de la démocratisation. Ça, c'est d'une part. Et donc, il faudra réécrire cette part de l'histoire. Il faudra qu'on interroge les acteurs politiques majeurs du RCD pour que ces acteurs politiques majeurs puissent donner leur version et dire s'il y a des personnes, s'il y a des individus, s'il y a des responsables du RCD qui avaient été, coupables de actes criminels. Et d'ailleurs, les RCD, quand on dit RCD là, RCD, c'est pas une invention de Roubewa ou de Moïse Nyarugabo. C'était des moboutistes eux-mêmes. Collègue Bachmann l'a démontré. Les moboutistes qui étaient allés voir les Rwandais pour dire, bon, voilà, nous ne sommes pas contents de ces messieurs qui nous a éjectés. Est-ce qu'on peut pas créer un mouvement rebelle? Et les Rwandais avaient refusé à l'époque. Et c'est donc une initiative qui avait déjà commencé par les moboutistes. Les RCD est venu lorsque les contradictions au sein de l'AFDL ont implosé et la rébellion a commencé. Mais il n'y a pas que les RCD. Il y a les MLC, il y a les RCD KLM, il y a d'autres mouvements. Ça, c'est une page. Ce que je dis au sujet du RCD, c'est que j'étais secrétaire général du RCD militaro-politique vers la fin. J'étais recruté à partir de l'Afrique du Sud, mais j'étais également secrétaire général du RCD, parti politique. Ça, c'est d'une part. Maintenant, en ce qui concerne la Constitution. Revenons sur la révision de la Constitution, parce qu'ils disent que cette Constitution-là n'est pas adaptée à nos réalités. D'abord, sur le fait de la légitimité d'une Constitution adoptée par des hommes non élus par le peuple, c'est un des arguments. Vous dites quoi par rapport à ce débat? Non, mais c'est une ineptie, parce que d'abord, il faut réaliser que les contextes de la production de cette Constitution, parce qu'il y en a deux, il y a d'abord la Constitution de la transition, je veux dire 1+4, qui découle du dialogue intercongolais, qui découle aussi de l'accord de Pretoria. Il faut comprendre la dialectique et les contextes historiques, la trajectoire qui a permis de concevoir ces deux documents. Un, la Constitution de la transition. J'insiste sur le fait, mais c'est évidemment une dimension qui, à mon avis, est scientifique et même épistémologique. Ça veut dire au niveau de la philosophie même de la science et de la validité des sciences, de la valeur ajoutée de chaque science. Le droit constitutionnel est une sous-science, en fait, du droit. Parce que le droit constitutionnel fait partie d'une branche du droit qu'on appelle le droit public. Et le droit, de manière générale, dans sa conception et dans sa pratique, le droit vient comme un instrument du pouvoir. C'est-à-dire, c'est le pouvoir qui fait le droit. Et le pouvoir, c'est défini, découle de la compétition des idées, de visions, des idéologies sur une société. Et donc, nous sommes dans un contexte où le moboutisme oppressif, déshumanisant et kleptocratique, le moboutisme oppressif et kleptocratique que Tshisekedi, comme fils de moboutiste, est en train de reproduire aujourd'hui,
et donc qui avait en fait affaissé l'État. Et à Sun City et à Pretoria, il fallait concevoir les termes d'un nouvel ordre politique, d'un nouveau contrat social, avant d'arriver à la Constitution. Et on s'est mis d'accord en passant en revue, en critiquant, en fait, les repères qui avaient été articulés à la Conférence nationale souveraine, dans les autres forums, les idées du RCD, les idées du MLC, les idées du PPRD et de la société civile. Et donc, les Congolais s'étaient retrouvés à Sun City et à Pretoria pour discuter des termes du nouveau pacte républicain. C'est ça qui a donné lieu à la création de la Troisième République. Des Congolais qui se retrouvent en Afrique du Sud alors qu'ils ne sont pas envoyés par le peuple. Le péché commence là. Qui vous a dit de vous retrouver en Afrique du Sud dans un groupe d'amis parce que vous êtes des rebelles? Vous n'avez reçu le mandat de personne. Mais attendez, on était dans une situation de ce qu'on appelle l'écroulement. En fait, l'État n'existait plus. Quelle modalité allait servir justement pour que le peuple puisse envoyer ses représentants? C'est parce que l'ordre politique était écroulé. Il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus d'autorité centrale. Le RCD avait contrôlé une partie, le MSC contrôlait une partie, le gouvernement de Kinshasa contrôlait une partie. Il n'y avait pas une modalité, il n'y avait pas une constitution, il n'y avait pas des institutions légitimes, il n'y avait pas une autorité ayant, son pouvoir et sa puissance sur la totalité du territoire pour qu'il y ait une modalité permettant d'envoyer des gens aller discuter. Donc, on a discuté que sur le plan de la légitimité, cette constitution a été élaborée et adoptée par des personnes qui n'avaient pas reçu mandat. Vous leur opposez quoi? Le fait du contexte de l'époque. Vous leur opposez quoi? Mon cheminement va vous permettre de saisir. Ok, je vous laisse. La nuance. Je vous laisse continuer à cheminer. Entre la faillite ou l'écroulement de la Conférence nationale souveraine, qui avait déjà donné des repères. D'ailleurs, parmi ces repères-là, il y a les repères qui sont dans cette constitution. Il y a des repères, même de la constitution de Luabou. Il y a des éléments matriciels de la constitution de Luabou là-dedans. Et il y a des éléments, des repères, des discussions, des résolutions de la Conférence nationale souveraine. Qui avait mandaté les gens à la Conférence nationale souveraine? Qui avait mandaté les gens à la Conférence nationale souveraine? C'est-à-dire, quand Sun City a lieu, ça veut dire que les gens veulent se mettre d'accord, créer une volonté générale, d'abord en amont, qui va permettre de concevoir la Constitution. La Constitution de la transition, comme le concept le dit, c'est une Constitution de la transition qui permet aux gens de s'organiser, à la société de s'organiser, de se mettre d'accord en intégrant tous les segments de la société civile, des partis politiques, des techniciens, ensemble, pour maintenant considérer les repères ultimes de la nouvelle Constitution. Et quand on dit que la Constitution là a été validée par des gens qui n'en avaient pas la légitimité, c'est une aberration. Parce que, d'ailleurs, la commission qui a commencé, je pense, au niveau du Sénat, le Sénat a été géré par Monseigneur Barini Bodo. Les experts étaient des experts congolais et parmi lesquels, d'ailleurs, mon oncle, le professeur Mampouya, éminent juriste de notoriété tout à fait stellaire, qui était parmi les experts. Et cette constitution on a circulé la mouture, les débats ont eu lieu dans pratiquement toutes les provinces, rappelez-vous. Ils sont allés partout dans toutes les provinces, recueillir les points de vue de la société civile, des experts, des scientifiques, des artistes, etc. Et ils se sont retrouvés à Kisangani pour avoir la mouture finale qu'ils ont amenée au Sénat, qu'ils ont amenée à l'Assemblée nationale pour des discussions. Et ce n'est pas les belligérants qui ont validé la Constitution, c'est à travers un référendum dont la qualité ne peut pas être remise en question. Et donc, c'est une aberration, c'est vraiment, excusez-moi les termes, c'est vraiment de la stupidité, parce que je dois dire ici que le mot stupide lui-même, chez les Grecs, à Athènes, quand on parlait des stupides, à Athènes, quand on parlait des stupides, étymologiquement, ça renvoyait à toute personne qui n'a pas le background logique, dialectique, rhétorique, pour comprendre, éthique, pour comprendre la gestion de la cité, de la polité ou de la police. C'est ça, c'est le mot stupide. C'est pourquoi j'ai dit, c'est vraiment de la stupidité que de dire que non, cette constitution a été validée par les gens qui n'en avaient pas la légitimité.
La légitimité, c'est le souverain primaire qui a par référendum validé cette constitution en aval. Mais en amont, il y a eu des discussions dans toutes les provinces pratiquement, et les experts sont retrouvés à Kisangani pour intégrer tous ces points de vue dans cette constitution. Et cette constitution reprend en son sein la rationalité politique qui élucide en fait nos déficiences et nos contradictions à l'époque de Kasavubu, à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mzee, pour créer une synthèse qui permet d'avoir une constitution qui est plus flexible, qui s'adapte à plusieurs situations. Maintenant, la véritable problématique aujourd'hui, c'est celle de la vacuité, je veux dire, idéologico-intellectuelle des animateurs de ces régimes qui n'ont aucun repère en termes de la gestion de l'État moderne et qui sont incapables de dire quel est le dispositif ou la disposition de la Constitution qui les empêche de transformer ces pays par rapport à ces budgets de 16 milliards. Mais je viens d'apprendre également, on a mis dans les réseaux sociaux, que M. Tshisekedi aurait récolté en 6 ans 8 milliards. Comment on peut récolter en 6 ans 8 milliards des investisseurs et avoir un budget de 16 milliards, au même moment avoir une dette accroître la dette extérieure du Congo de 3 à 10 milliards, donc 7 milliards de plus, en 5 ans, sans aucune infrastructure, je veux dire, de propulsion de la croissance économique, sans aucun projet restructurant l'économie en termes de bénéficiation ou en termes de densification ou même en termes de diversification de l'économie. C'est de quelles absurdités? Je pense qu'il s'agit simplement ici d'un stratagème despotique, féodal, absolutiste de M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, il a mis fin à la coalition FCC-CAS et les FCC est parti la queue entre les pattes. Il n'y a eu aucune réaction, aucune sanction. M. Tshisekedi a perpétré un coup d'État parlementaire en changeant la majorité issue des élections, donc de la volonté du souverain primaire, sans aucune sanction contre lui, sans aucune réaction ni de la société civile, ni de l'opposition, ni de la communauté internationale. M. Tshisekedi a été le chef d'orchestre de la criminalité électorale nauséeuse. Aucune sanction. Et en face de lui, il y a une opposition qui est, à mon avis, comme ankylosée, qui est comme tétanisée, une société civile qui est également ankylosée, tétanisée, plombée, et une résistance qui tourne en rond, mais également à l'est, une révolution qui fait aussi du sous-place. Voilà, voyez-vous? Et donc, M. Tshisekedi, je peux vous garantir que M. Tshisekedi, dans cette sorte de démence narcissique et schizophrénique, M. Tshisekedi a réalisé qu'en face de lui, il n'y a aucune puissance des contraintes. M. Tshisekedi va instrumentaliser ces parlements illégaux et il va imposer une constitution quelconque parce qu'il sait qu'en face de lui, il n'y a aucune contre-puissance. Donc vous craignez-vous que Tshisekedi réussisse son coup de modifier la constitution de la République? Pour vous, comme le disent banalement les Quinois, en face, il y a rien. Il y a Maïs. Tshisekedi réussira son coup de la modification de la constitution? Mais dites-moi, en face de Tshisekedi, on a une opposition qui n'a pas réussi à se remodeler. D'ailleurs, sur le plan de ce qu'on appelle en sciences politiques la sociologie politique, vous allez remarquer qu'en réalité, les membres d'une classe politique dans une société portent en eux plus ou moins la même déficience. Regardez l'incapacité de cette opposition de créer une synergie et se mettre d'accord. C'est une tare. Voyez-vous? Et il y a également, sur le plan de l'analyse systémique, le principe de la symétrie, en fait, dans la structuration de la majorité et de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque majorité correspond, par symétrie systémique, l'opposition. Mais nous voyons qu'en face, la majorité a créé l'union sacrée, si vous voulez, l'union sacrilège de la nation. Mais en fait, quels que soient les termes, il y a une majorité qui est plus ou moins forte et structurée. Mais en face de cette majorité, il y a une opposition fragmentée.
incapable de se remodeler. Il n'a aucun nouveau concept, aucune nouvelle. Il y a déficience sur le plan même tactique et opérationnel de l'opposition. Quand vous regardez, maintenant il y a aussi la résistance. Mais la résistance là elle-même, elle n'est pas structurée. Les FCC qui est censé être le porte-étendard de la résistance stagne. C'est cloître ses limites dans de jérémiades. Autant on reproche à Tshisekedi les jérémiades et d'être plaintif, autant les FCC plaintifs. Autant l'opposition radicale en Europe, mon grand frère Diongo et les autres, ils sont également seulement dans les déclamations et dans les déclarations point barre. On ne voit aucune structuration en termes de synergie, parce que tant qu'il n'y a pas de synergie, il n'y aura pas de puissance. Seule la synergie crée la puissance. C'est pourquoi Tshisekedi, vous avez vu, il met tout en œuvre pour plus ou moins garder son union sacrée, je veux dire, dans sa totalité. Parce qu'il sait que le jour où l'union sacrée est fragmentée, il va s'écrouler. Voyez-vous? Et donc, nous voyons que l'opposition est incapable de se remodeler. Depuis que l'UDPS a quitté cette plaque du système politique qu'on appelle l'opposition, depuis que l'UDPS a quitté, il y a un vide. Il n'y a aucune entité ou aucune organisation, aucune force oppositionnelle qui a la puissance, je veux dire, oppositionnelle de l'UDPS. Et la résistance elle-même stagne, la révolution stagne également. On ne comprend pas pourquoi l'AFC ne peut pas prendre Goma ou prendre Bukavu et prendre Kisangani. On ne comprend pas pourquoi l'AFC ne veut pas aller au bout de sa logique pour peut-être se transposer du Kivu à une autre province. Et donc, Tshisekedi a devant lui une vacuité en termes de puissance, des contraintes et des coercitions. Mais vous dites qu'il y a un problème d'organisation, un problème de restructuration. Tantôt, vous avez vanté Katumbi ici, qui a aidé à freiner les élans de Kabila à son temps. Comment expliquez-vous alors le manque des réactions de ce Katumbi qu'on connaissait, l'homme des réseaux, l'homme des entrées, capable de secouer la communauté internationale contre Kabila, à ce Katumbi que vous décrivez aujourd'hui, où il n'y a pas d'organisation? Et comment expliquez-vous le silence de Kabila? Est-ce que vous, comme politologue, en regardant Kabila, vous pensez qu'il travaille, qu'il va s'en sortir, ou l'homme en a assez, après des insultes, il a plutôt le temps de récupérer tous les temps perdus dans sa jeunesse? Comment expliquez-vous l'attitude politique de ces deux hommes? Un Katumbi capable de malmener Kabila, général de son état, un peu plus intelligent que Tshisekedi, ça il faut le dire, plus organisé que Tshisekedi, mais grâce à ses réseaux, il faisait bouger les choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'a plus aucune force. Et Kabila lui-même et son silence, comment vous analysez ça? Mais justement, c'est ce que je dis. Je pense que, quoi que l'on dise, et c'est vrai que dans une certaine mesure, la stratégie, la tactique du silence a fonctionné jusqu'à un certain moment. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces silences, à mon avis, il n'a plus de valeur ajoutée en ce qui concerne la nécessité de monter une action coercitive, une action des contraintes puissantes, capable de jeter ou de faire bouger, ramener Tshisekedi sur les rails, parce qu'il y a que ces deux options-là. Soit éjecter le régime de Tshisekedi, un régime malfaisant, ou alors les contraindre à comprendre la voie de la raison et considérer la possibilité d'une délibération. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle dialogue, on parle interaction, il ne s'agit pas d'un dialogue refondateur ex nihilo comme à Sun City. À Sun City, c'était un grand dialogue parce qu'il n'y avait pas d'ordre politique, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas d'institution. Il fallait mettre les gens ensemble pour penser en termes de nouveaux repères, de référents pour la nouvelle République, parce que la République n'existait plus, il y avait l'État qui était écroulé. Aujourd'hui, il est question simplement d'avoir une délibération qui permet de contraindre M. Tshisekedi à revenir sous les canons, sur l'orthodoxie, la démocratie constitutionnelle, ça veut dire l'exercice du pouvoir en stricte conformité avec la Constitution. Donc, c'est pas, quand on parle aujourd'hui de délibération, c'est pas une délibération refondatrice, c'est simplement une délibération qui est corrective. Et donc, les silences d'ancien président Kabila étaient d'une certaine valeur stratégique et tactique jusqu'à un certain seuil.
aujourd'hui qu'on commence à parler de changer la Constitution pour laquelle M. Kabila a fait preuve de beaucoup de transcendance, de beaucoup de sagesse pour accepter des Congolais qui faisaient déferler sur lui des avalanches d'invectives furibondes, je veux dire Kabila, qui a même risqué sa vie parce que vous vous rappelez que en 2001, après l'assassinat de Mouzé, et lorsque Kabila a pris le pouvoir, Kabila a pris les risques énormes de congédier les extrémistes du régime de M. Laurent Désiré Kabila, qui avait prohibé les partis politiques, qui avait prohibé les ONG, qui avait même fermé les bureaux de Massiré. Et donc, Kabila avait accepté que les Congolais se retrouvent à Sun City. Il a envoyé dans sa délégation pour discuter des termes du nouveau contrat social avec notamment notre frère Vital Kamerhe. Je dis à mon frère Vital Kamerhe, mais Vital Ndeko, tu as risqué ta vie, tu t'es battu, tu as sacrifié beaucoup pour cette constitution, pour ces nouvel ordre politique, pour cette troisième république. Tu en es aussi co-architecte. Et voilà, Vital Kamerhe, mon frère, tu es aux Awana l'Assemblée nationale, et Baro Misalikamba, Somoboye, Baro Misalikamba, le Lengo Yo, il y a son IP Mawar, non, changer de constitution, alors que le Koboya m'a bé la carte de la constitution. Vous voyez? Donc, je dis que maintenant, tu sais, il est important que Joseph Kabila change de tactique. J'ai lu l'histoire un peu similaire de Seretse, je crois, Yann Seretse, je crois, l'ancien président du Botswana, qui avait rendu possible l'accession à la présidence de quelqu'un qu'il avait coaché, qui lui avait aidé à devenir président. Et la personne s'est retournée contre, je crois que c'est Seretse, et a voulu l'arrêter. Il a fouillé ici, mais il parle pour donner des repères, pour donner des conseils, pour mobiliser la communauté, à la fois nationale et internationale, sur le voie de la sagesse, le voie de l'intelligence, le voie du respect de l'autre et de la démocratie, afin que le pays puisse aller de l'avant. Parce que Joseph Kabila, quoi que l'on dise, il a ce devoir-là. Parce qu'il a été au centre de la dynamique, de la dialectique qui a permis la conception et l'opérationnalisation de cette troisième république. Donc, il ne peut pas se taire, je veux dire, éternellement. Ça, c'est des 1. Mais Moïse Katumbi, je pense que Moïse Katumbi, maintenant, il a réalisé que le brin de réserve qu'il avait, maintenant, il a compris que on en veut à sa vie. Je pense qu'il va changer de modalité, de mode opératoire, parce que c'est grâce à Katumbi que les lobbies, que le département d'État, que le Parlement belge, le Parlement britannique s'étaient mobilisés, même ici, dans la région de la SADC, pour pouvoir parler à Joseph Kabila, qui d'ailleurs n'avait aucune intention de changer la constitution, mais c'était les mêmes personnes qui sont autour de Joseph Kabila aujourd'hui, les laquais, les vassaux, qui sont dans ce qu'on appellerait l'autozombification, pour utiliser les termes c'est pas mon terme, mais on va encore dire, voilà, c'est pas mon terme, c'est pas mon concept, c'est l'expression de Kamana. Je pense que l'un des plus grands philosophes et théologiens congolais contemporains. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus même des théologiens, je veux dire, les théologiens de l'évangile de la justice et de la libération. Et donc, ce sont les mêmes gens-là qui avaient tenté de convaincre Kabila, changement de la constitution ou inanition de la nation. C'est les mêmes individus qui, en dépit du fait qu'à l'auditoire, c'est des savants, mais sur le plan politique, ils sont auto-zombifiés, auto-imbécilisés. C'est les mêmes gens qui sont en train d'exploiter aussi la propension ou la disposition égo-narcissique de M. Tshisekedi. Vous savez, malheureusement, en Afrique, et encore moins en RDC, en Afrique, il n'y a aucun centre d'études présidentielles. Aux États-Unis, plusieurs universités organisent des centres, on appelle ça les Center for Presidential Studies. Il y a même des revues scientifiques d'études de presidency, la présidence comme institution. Et là-dedans, dans ces champs-là, il y a deux grandes théories matricielles. La théorie de James Barber, le presidential character, les caractères du président, et il y a la théorie de Burke de institutional presidency. Il y a deux grandes théories. Il y a d'une part, toute présidence, toute institution présidentielle au monde fonctionne,
avec le caractère du président et le cadre institutionnel et les cadres légal ou institutionnel. Lorsque le président est porteur des pulsions libidineuses ou érotiques, des pulsions égotistes, des pulsions narcissiques, des pulsions qu'on appelle des pulsions thanatos, ça veut dire la pulsion de la mort de l'autre. La mort de l'autre qui n'est pas nécessairement la mort physique, mais qui est d'abord la mort par les injures, par la destruction de sa personnalité. Lorsqu'un président étale de telles propensions, de telles prédispositions, les contextes constitutionnels ou les contextes institutionnels ne jouent plus. C'est pourquoi Tshisekedi, depuis le début, il ne fait que violer la Constitution. Rappelez-vous, il a même violé la Constitution avec injure sur la personne du Premier ministre Ilunga Kamba. Tshisekedi est assis avec ses amis, ils conçoivent d'envoyer le vieux Ilunga Kamba dans une mission fictive au Katanga afin de rester concocter la nomination des généraux et de membres de la Cour constitutionnelle sans passer par les conseils de la magistrature, les conseils supérieurs de la magistrature, sans passer par les conseils de la défense, sans suivre la procédure qui est dans l'article 82 de la Constitution qui dit que pour nommer je pense les généraux et certains officiels, il faut que les dossiers passent d'abord par les conseils des ministres, que les conseils des ministres prennent une décision et que cette décision soit coulée en termes de décret présidentiel. Donc, la personnalité de Tshisekedi, je ne dis pas qu'il est diabolique, je ne dis pas qu'il est satanique, mais je dis simplement que Tshisekedi, par sa trajectoire en tant qu'humain, par le microcosme politique dans lequel il a vécu, le microcosme mobutiste, n'oubliez pas que Tshisekedi, il est né dans le moboutisme. Étienne Tshisekedi était membre du collège des commissaires généraux qui d'ailleurs ont envoyé Lumumba à la mort parce que Lumumba remettait en question le fait qu'ils avaient augmenté leur rémunération, qu'ils avaient augmenté, empiré le déficit budgétaire de l'État. Ça, c'est des 1. N'oubliez pas que Tshisekedi a vécu. Quand il dit, par exemple, oh, mais Tamiso Bunda, Batmusu, tu évité, Tamiso Bunda, ou contre Mobutu, Batmusu, tu évité, parce que il voulait se référer à Kabila. Mais attention, monsieur, lorsque vous étiez en train de sucer les mamelles du MPR Parti État et que vous avez été bénéficiaire, vous avez porté des vestes, vous avez roulé dans les voitures, acheté avec la zaïrianisation, qui est en fait la plus grande catastrophe économique de l'histoire du Congo, Joseph Kabila et son père, en fait, l'UDPS n'est pas la fille aînée de l'opposition. La fille aînée de l'opposition. On va essayer de retrouver, on va tenter de retrouver. Le Conseil national de libération, même le marque de se battre contre Mobutu. Donc, pendant que Joseph Kabila et son père acceptaient les sacrifices pour combattre Mobutu, Tshisekedi et porte l'ADN du MPR Parti État. Et donc, il y a là, je veux dire, des logiques, il y a là ce qu'on appelle les patterns, des éléments constants qui démontrent que la tentative de changer cette constitution découle d'un subterfuge monocratique, découle des propensions narcissiques égotistes de quelqu'un qui veut rester au pouvoir ad aeternam. Donc pour vous l'intérêt c'est seulement le régime de prédation. Pour vous l'intérêt c'est de déverrouiller les articles verrouillés, notamment en termes de mandat et en termes de limitation. Croyez-moi, Tshisekedi, parce que la psychologie politique d'Harold Laswell, malheureusement aussi la psychologie politique n'est pas très enseignée dans le cursus des sciences politiques. Le jour où la résistance va se remodeler et changer les choses au pays, il faudra revoir le cursus des sciences politiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est aussi la déficience de la science politique qui est enseignée dans les milieux francophones. Mais dans les milieux, dans les universités anglophones, on enseigne la psychologie politique. Et la psychologie politique démontre que lorsqu'un acteur politique accède au pouvoir et qu'il parvient à se créer un système de kleptocratie qui génère la rente, ça devient difficile que cette personne puisse se défaire de cette position. Les gens ne réalisent pas. Il y a au Katanga aujourd'hui, et je demande à notre frère Vital Kamerhe, Vital, mon frère Vital,
Ndeko Vital. Parce que quand Vital était secrétaire général du PPRD, moi j'étais secrétaire général du RCD, on s'est rencontrés, on discutait. Et Ndeko Vital. Ndeko Vital. Tu t'es battu. C'est vrai, on t'a pas collé, tout ça. Mais aux ans à moi, je dis, fond mon koboye, au Vital, il faut la moussaïo. Vital, à côté de Likambo, il y a prédation systématique. C'est-à-dire, à Koluka, en fait, à Tikalawana, surtout aussi pour la Likambo, il y a système, il y a prédation, il y a kleptocratie, il y a implémenté. Au Katanga, je demande à Vital Kamere, au lieu de se fouvoyer dans l'histoire d'aller derrière Moïse Katumbi, c'est ridicule, je demande à Vital Kamere de mettre sous pied une commission spéciale d'investigation. Vital Kamere Banda Atika classe en 1982 à Salaka Naba ministère. Vital Kamere, c'est parmi les Congolais, les politiciens les plus équipés en termes de fonctionnement de l'État. Vital, mon frère, qui a sur pied une commission spéciale d'investigation. Il y a au Katanga, on a démontré, moi j'ai des chiffres et je vais prochainement faire un tableau. On démontre que la famille Tshisekedi et ses associés chinois, libanais ont bradé plus de 29 millions de tonnes de cuivre. Je dis bien 29 millions de tonnes de cuivre. Et quand moi je parle cuivre, quand je parle minerai, j'en parle avec autorité, expertise, parce que non seulement je suis ancien chef de département étranger qui gérait les opérations d'exportation des minerais de la Gécamine et Soudimisa, et ancien gérant de banque, je faisais l'exportation des cassitérites et autres. Or, j'étais gérant de banque à l'UCB Bukavu, mais j'étais ADF, administrateur directeur financier, du CEC. Donc, je parle avec autorité et expertise. 29 millions de tonnes de cuivre, dont les remblais, dont les concessions de la Gécamine qui ont été saucissonnées, 29 millions de tonnes qui font plus de 300, entre 250 milliards et 300 millions de dollars. Mais Vital Kamere voit, talama kamera maluga yango yo otika lisapo na makambo yo sabozobo ba parola kiyo pas par vengeance mais pour na talisa que bolingo mboka za na motema na. Cha commission moko ekentra likambo wana. Je me rappelle que quand j'étais ADF du CEC, likambo e maki à germanium. Est-ce que yo bi germanium yo frérot? Oui, bi germanium est plus précieux et plus cher que cobalt. N'est bi germanium. Quand on a qui chef de département étranger, il y a UZB, surtout ça, exportation, il y a modèle I, modèle E, il y a Gécamine qui a Sodimisa, tant ça l'exportation temporaire. Pourquoi? Parce que Gécamine a le but qu'il a exporté 20 000 tonnes, 50 000 tonnes de cuivre, et près de 5 000 tonnes de cobalt. Exportation temporaire parce que le quoi Gécamine a ma coquille pour Ayeba a décomposé de l'organisation à Katikuna. Quand on est au Bokem, partout au Bokem, tout Bokem na Belgique. Ndé boula bacha on a spectromètre de Kotalisa. Oui, cuivre ça 50 000, peut-être que réalité c'est 55 000, cobalt c'est 5 000, germanium ezali peut-être 2 000. Hein? Or, ils ont la Katikuna. Argent, ils ont la Katikuna. Même la trace uranium. Qui sait tout ça? Qui sait tout ça? Ça, c'est au Katanga. Soko ke na Kivu. Tolbeti sete makambo ne bande oso ba Kivusien. Professeur Bahati, Mukubo Bahati, Musée. Oyo ko musée okule ku Sud Kivu. Tena musée leader kubwa wa Grand Kivu de manière générale. Na ou le Vital Ndugu Vital. Muko ba leader kubwa wa kule ba Grand Kivu. Tshisekedi et son système de kleptocratie, et ça c'est des dossiers cruciaux, stratégiques, vitaux pour le pays. Il a vendu les concessions de Sakima pour tous les grands Kivu. Là-dedans, il y a les niobium. Là-dedans, il y a le wolframite. Le wolframite, on extrait le tungstène, et le tungstène, on utilise, on appelle ça d'ailleurs le diamant de métaux. Parce que le tungstène, on l'utilise pour fabriquer les projectiles et les têtes de missiles qui peuvent perforer les hammers, c'est-à-dire les surfaces les plus dures, même les blindés. On met ça dans les têtes de projectiles, par exemple de grenades anti-blindées, anti-chars. Même dans les balles qui sont les balles qui peuvent percer les gilets anti-balles.
on utilise le tungstène. Les niobium, c'est ce qu'on utilise pour la fabrication de ce qu'on appelle les super alloys, des composés pour les surfaces des fusées, des missiles. Et aujourd'hui, c'est d'une haute portée stratégico-militaire parce qu'on utilise ça pour la fabrication des moteurs et de la couverture des avions hypersoniques. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, j'en appelle Nicolas Mwelezea, Mzee Bahati. Mzee Nani Rafia Munduyangu, Vital Kamere, qui est commission d'investigation, il y a eu Mambo. Il y a une vengeance, simplement pour établir la vérité. C'est ça l'une des raisons majeures qui font que Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir pour toujours. Voyez-vous? Et tant qu'au pays, on n'a pas de réflexion militaro-stratégique par rapport à nos minéraux plus poussées, plus intelligentes, on va ramper et l'opposition n'est pas remodelée. Non, mais la résistance stagne. Et voilà. Mais est-ce que là n'est pas donner aussi raison, par exemple, à Martin Fayulu? Est-ce qu'un dialogue autour de toutes ces questions n'est pas la solution quand Fayulu nous appelle à la cohésion nationale et nous appelle à ce dialogue? Est-ce que vous ne pensez pas que, n'ayant pas une opposition assez structurée, assez organisée, le fameux dialogue des Fayulu peut être une recette? Mais on ne peut d'ailleurs pas parler d'abord du dialogue. J'ai parlé du dialogue, moi je l'ai appelé une session d'une délibération corrective, parce qu'il ne s'agit pas de refonder quoi que ce soit. C'est simplement de ramener Tshisekedi, en fait, de se mettre d'accord sur ce que moi j'appelle les concordats, sur les termes du retour du Congo. Non, mais c'est-à-dire que là vous jouez au mot, donc d'une manière. Non, je ne joue lui parle des dialogues, vous parlez de. C'est la même chose dont vous soutenez Martin Fayulu dans sa logique du dialogue. Non, Martin Fayulu, d'abord, l'idée en elle-même, l'énoncé de l'idée n'est pas une aberration. Mais comment Martin Fayulu compte-t-il voir la matérialisation, je dis cohérente, de ce dialogue, cette délibération, si en amont, il n'y a pas l'unité de l'opposition, rappelez-vous pour Sun City. Avant même que mon aîné Franck Diongo, le RCD, l'UDPS puissent créer l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue, au Botswana, à Addis Abeba, même à Cotonou, en termes de pré-dialogue, l'opposition, la société civile, qui était très puissante, parce que l'UDPS était là-dedans, qui était très puissante, l'opposition, suis-je en train de dire, et donc avait pu créer une sorte d'unicité en termes de la projection des conditions et des modalités du dialogue. Mais aujourd'hui, comment on va organiser, comment d'abord on va avoir les termes de référence de ce dialogue, si en amont, l'opposition, la société civile, la résistance et même la révolution, il n'y a pas, je dis, une volonté de synergie, une volonté d'harmonisation. C'est pourquoi je lance l'appel à l'opposition modérée, de Katumbi, à l'opposition radicale, Franck Diongo, à la résistance, Joseph Kabila, FCC et les autres, les partis de Jean-Marc Kaboun, mais également aux Congolais de la diaspora et à l'AFC, parce que toutes ces forces peuvent déjà se retrouver en amont, anticipativement, pour harmoniser leur point de vue, et ce qui permettra à la communauté internationale, aux leaders régionaux et à SADC de élucider cette synergie et d'entendre leur message, et pour qu'il y ait mobilisation de la communauté internationale et nationale afin de mettre Tshisekedi devant un fait accompli. Mais en réalité, à mon avis, Tshisekedi, nous avons tous relevé depuis, moi je l'ai fait depuis 2020, je me rappelle que les gens m'appelaient pour m'attaquer, pour me dire « Oh, mais Babo, Ndeni Boye, Tikananu, Lembisananu », 2020, Lembisananu, Tikananu, j'avais vu loin. Aujourd'hui, les gens me donnent raison. Aujourd'hui, les gens donnent raison. Mais, je suis dans le baramion sur Wana, que Tshisekedi Boye, celui qui m'appelle Naïnyonso, Tshisekedi n'est pas diabolique. Ceux qui sont en face de lui aussi ne sont pas des saints. Voyez-vous, aujourd'hui, on se rend compte que Mabé a Tshisekedi Toye Biango. Mais nous voyons aussi les limites, les fissures, les gens qui sont en face de lui, en termes de leur propre renouvellement, en termes de remodeler leur action tactique et stratégique, et même leurs opérations.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il reste à Tshisekedi, c'est pas trop tard, la politique, c'est l'art de compromis, ou l'art du possible. C'est pas trop tard. C'est à Tshisekedi de prendre le taureau par les cornes. Les contextes aujourd'hui donnent à Tshisekedi la possibilité d'émerger comme un grand président. Lula avait, au Brésil c'était un désastre le premier mandat. Donc, Tshisekedi aujourd'hui, l'histoire, la dialectique de notre pays, de notre société, lui offre une possibilité d'émerger comme un grand président. Ça lui coûte rien. Mbongo asi azui. Banda pasa sombi. Bande konaye mbongo bazui. Pas sombi. Il y aura même plus ou moins circonstances atténuantes si aujourd'hui Tshisekedi comprend la nécessité d'émerger comme un grand homme d'État, statesman. Et si c'est gêne, il peut aller. Joseph Kabila a fait preuve d'une sagesse extraordinaire. C'est pourquoi j'ai dit Joseph Kabila a fait preuve de qualité d'un arche leader national. Parce que tu sais qu'il dit, Joseph Kabila, chaque fois, avait une capacité de transcendance, d'être humble pour accepter d'écouter les autres. Voyez-vous, 2002, Sun City, 1+4, les gens qui ont craché sur lui, les gens qui lui ont fait la guerre, ils acceptaient. 2015, je crois 2016, il a pris Sami Badibanga. Sami Badibanga, il a quel capital, je veux dire, idéologique ou politique pour devenir Premier ministre. Kabila l'a pris. Chibala. Kabila l'a pris. Tant qu'on a eu le Cambo, oh non, Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Moi, j'ai dit, Tshisekedi avait bel et bien gagné les élections en 2018. Les gens peuvent s'énerver comme ils veulent. Tshisekedi avait bel et bien gagné l'élection en 2018. Mais les gens qui étaient autour de Kabila, Balali, Lamabele, Balobi, jamais pas Tshisekedi, Tchakaka, Nani, Shadak. C'est Kabila qui a dit donnons une page de prestige et d'honneur à l'histoire du Congo pour mettre Tshisekedi là où il est. Et quand il y a eu des problèmes en 2015, 2016, Kabila a eu la capacité de transcendance, la sagesse d'un arche leader, d'un homme d'État pour préserver la cohésion nationale et l'unité nationale en demandant aux prélats catholiques d'organiser des rencontres pour débattre de la question, voir comment on va négocier la transition et aller aux élections paisibles. Qu'est-ce que ça coûte quoi à Tshisekedi? Tshisekedi a perdre et le ronin. Mbata si azi on ndenge nyonso. Banda kwa sombi. Banda konaye bazui mbongo. Il y aurait même plus ou moins circonstances atténuantes s'il faisait une chose comme ça. Pour dire, mes frères, Kabila, tu es mon frère, mettons autour d'une table. Nanga, tu es mon frère, mettons-nous. Mais Tshisekedi allait chez Nanga tous les jours sur boulevard Tchatchi, non? Tous les jours, Tshisekedi allait là-bas sur boulevard Tchatchi. Donc la possibilité reste là. C'est à lui comme président de la République, garant des institutions et même de l'unité nationale, de dire, et c'est même honteux que ça soit Fayoulou qui sorte une telle piste. Voyez-vous? Bon, alors, il y a le Bigimbo qui a crise, les institutions fonctionnent correctement, donc on a besoin de notre frère a besoin d'un traitement, je veux dire, en quelque sorte, d'une force, d'une synergie des forces de l'opposition et de la société civile qui puissent les secouer et peut-être que ces forces vont être en mesure de l'exorciser, cette sorte de puissance égo-narcissique qui le rendent incapable qui lui crée des distorsions cognitives. Aujourd'hui, parce que Mobutu, période Mobutu, pas comme na pulsion wana égo-narcissique, ou créé qui va bien la psychologie politique, distorsion cognitive. Tant par le banaye, kende de l'ioté, distorsion cognitive, wana ya zolo kango, tikala yonde, sakaka yonde oza meilleur, yonde oza. Et ça, distorsion cognitive, ce qui syndrome d'Ibris et l'équipe. Tant aux Umpata, aux Joua Bokonzi, au seul coup d'état parlementaire, va bouger, au Fako l'élection, va bouger. Bon, Kabila Kali, Babarati Lelo, Nangape, soit Goma te, soit Bukavu te. Explication fait à tous les habitants pourquoi nous avons besoin de Katumbi Sonia Olamuka. Moni, ce qui va secouer, Tshisekedi n'a pas marqué pour secouer, personne n'a donné un traitement électrochoc à Tshisekedi. Vous voyez? Allez. Deko kaba suba boto si sana biso émission to komo koma na suka ba congolais ba Hollande na ngi partout to ba na lingala. Pona yo constitution auto sanango eza parfaite ke ba simba yango te. Pona nini faut ba simba yango te parce que eza œuvre humaine
bakoki ko retoucher en Congolais Zolando et la question à Souka makambo ba lo ba révision en constitution au lobby ni poto si émission makambo ba lo ba ya en fait il faut que collègue ça va congolais makambo yi balé et la révision de la constitution et ça m'a bêté constitution en lobby quelles sont les conditions pour revoir constitution le lobby peut d'ailleurs pour revoir constitution faut pas tout dans l'état de siège faut pas tout dans la guerre ou na boule. Et puis, les gars, nous avons dit qu'on changeait la constitution. Qu'on changeait la constitution, la trahison. Qu'on changeait la constitution, ça dit que le but est bon, on a changé la constitution, on a changé la constitution. C'est la trahison. Nous avons dit qu'on a respecté, mais j'étais déçu. Il y a quelqu'un qui a dit, Mobutu a changé la constitution 16 fois. Mais Mobutu a changé la constitution 16 fois. On était dans un système politique totalitaire, avec un père parti État, où Mobutu pouvait se réveiller un matin et changer la constitution comme il veut. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Faisons preuve d'un minimum de lucidité analytique et de rigueur intellectuelle. OK? Par coquille qu'on changeait constitution, on a, d'abord, qu'on revoit constitution, n'est pas le but, constitution et prévoir. Mais dans le contexte, Oyo, Kabila, Oya, 2016, Oya, Pesaki, constitution en 2016, et ça a plus de légitimité, plus de valeur, que le régime à Tshisekedi, parce que le régime à Tshisekedi doit s'y et il y a qui Moïbi, il y a qui Fakwa, il y a qui Angwalima, il y avait élection. Moïse, quand il a gagné l'élection, le quoi dans la CENI, à Tchaki, Vasonaye, d'un coup, quand il y a Vasonaye, la machine à voter, Kabeli, hôtel, la chambre, Boké, Pele, bulletin. Donc, il y a l'élection à Moïbi. Donc, là, la légitimité. C'est-à-dire que Tshisekedi, les lois d'institution, parlement, par exemple, ma coquille, par exemple, la valeur T, il y a même il y a pour revoir la constitution. Ça, c'est de un. Mais de deux, même si on a la légitimité, par contre, il faut changer la constitution sur côté pour trouver un état de siège. Et, l'Ikamouya mis balai, c'est que, on était là qui révision. Si on a changé la constitution, ça veut dire que, Tshisekedi, avant de masse, Pele, bengi ba pseudo constitutionnaliste na bango ya kimpiempie ba changer constitution ba bon Tshisekedi sikoyo mandat est comme 7 ans comme ça ba bon on va changer constitution ce que Tshisekedi il faut à ça sous 2 mandats ou bien à la président éternel ozomona wana pe ezali kaka kozanga poignard ezali trahison parce que toute nouvelle constitution ndenge na lobaki na liboso rappelle-toi na liboso, on va dire que constitution, droit, c'est un instrument, il y a volonté politique. Ça veut dire que c'est l'ordre politique nouveau. Les lois, c'est l'ordre politique nouveau dans les Cambonini. Dans les amis sur place, Nini, régime présidentiel, et Pékin, c'est pour ça, Moussala. Par contre, c'est qu'il y a Moutou. D'abord, le régime semi-présidentiel, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors qu'il y a un conseil des ministres, le premier ministre, c'est parce qu'on a pas la victime de l'AI. Alors qu'il y a un conseil des ministres, la communication a comme une décision. Alors qu'il y a un conseil des ministres, Kabila Zak, on ne pas discuter. Kabila Zak, on ne pas discuter. À tout moment donné, même point de vue contraire. Au moins, on a souka Kabila Zak. À tel ici, que Boïté, Zali Boï. Là, on a eu Makamwana. Régime semi-présidentiel, est-ce que c'est qu'il a tout si à côté de papa, le loup et l'ungambana, Tindi, la mission, le Kuta, à quoi ça papa wana? C'est-à-dire qu'il y a comme c'est qu'il a vendu Boïna, papa, ali bon toko sa papa oyo mukolo boto kamataye to tshike na yito na mission na Lubumbashi ala to tika tiko ye tshike na ministre na ya intérieur ceux comme on a eu c'est des gens qui sont venus comme ça signer sans qu'il y ait ça veut dire qu'il manque même d'un minimum de conformité aux standards de la gestion de l'État moderne en termes de procédures qui sont dans la constitution parce que faut pas que vous constitution n'a pas côté. Constitution de l'épée n'a pas mécanisme, n'a pas procédure de gestion de l'État. Ce qui constitue le but que, quand on a renommé général, il faut d'abord Conseil supérieur de la défense. Pourquoi? Parce que général Azali élément, il y a intelligence, il y a armée, intelligence, il y a armée. Il faut bannir un vendre d'abord sur la bataille. Oh général, oh général, oh général, oh général. Yokani, c'est ma mis dossier dans le ministère de la Défense. C'est le gouvernement qui présente le dossier au Conseil des ministres. Pourquoi le gouvernement présente les dossiers au Conseil des ministres par la nomination par généraux? Parce qu'il faut nomination en général, on a profil naïe. Nous sommes là pour ça là. Il faut
et ngebene na politique de défense le premier ministre a défendu qui devant l'Assemblée nationale. Donc on nomme général Pakali Pangala Boité. Après quand le gouvernement a mis le dossier on a le conseil des ministres et débattre. Pourquoi conseil des ministres peut débattre? Parce que le ministre est solitaire. Le ministre est solidaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le premier ministre est devant le Parlement, pas le président. Qui sait que dit Blorion soit na yebi en côté, à casse comme côté. Naba fa quoi ya na bango, ba pègre à Bruxelles, il passait tout le temps dans les bistrots obscurs et pestilentiels de Bruxelles. Il faisait Bruxelles et ça n'a pas qu'à la comme il pas na yebi et puis pas belge pas non comme belge c'est une honte pour la Belgique. Belgique ça est Belgique peut s'amener indépendance depuis 1960. Votre ma Belgique va faire. Belge nandenge to ko loba makambi ya ram. Yango na ni ko daita. Ni ko na mwelezea mzee Bahati. Mzee wepe ko na ya. Gisi milikuwa na kuelezea 2020-2021. Je dis non, Kabassou, sois un peu calme. Mon frère Kamel, l'histoire des rames ici, l'histoire des rames. Oui, Vital, Pakala, ma topé, je vais m'envoyer 100 jours. Mais l'histoire des rames ici, il y a des Belges qui sont venus là-bas, qui sont avec Tshisekedi, qui eux gèrent encore les dossiers là. Ce sont eux. Même quand on convoque les opérateurs de télécommunications, du système de télécommunications, on les convoque à la présidence. Ce sont les Belges qui sont derrière, qui sont en train de donner des ordres. La Belgique, Belgique, les Bakalate, pas Congolais à Belgique, n'a pas Belge. Est-ce que par contre, on va faire sa conférence, pour exorciser un peu, parce que Bango, il y a Bistro, il y a Molenbeek, il y a Saint-Georges. Tu vois, ma Belge, pas fan, parce que ma besoin d'indépendance depuis 1900. Mais, yo, comment voulez-vous? Osana, Belge, Naïwel, qui n'a pas les droits d'être général en RDC. Il Gambia Chéribé, Ayebi. Ok? Il Gambia Salomon Kalonda. Ba beta Salomon Kalonda, ba lié le coup, tout Salomon Kalonda, Biguna, Bakali Pangala, Kotambolati. Ba Belge, ba mon moté. Ba Belge, yon so bada, en passant, on a eu le coup un mois et coquille, on va enlever Daniel Safou. Les autres, les 11, un mois et coquille. Daniel Safou, il est là. Il y a une opposition. Daniel Safou, opposition, il fallait le remonter. C'est Pikouni, opposition, il fallait le remonter. Comment voulez-vous, n'avez pas de discuter. So bazo sodomiser héros, tu es bipété, bah on va combattre basso. N'a évité comme il régime sodomique. Mais évidemment, c'est tout à fait normal. Quand le régime a au centre de ces opérations, comme chef d'orchestre, quelqu'un qui a des pulsions érotiques, pour ne pas dire libidineuses. Voilà. Bon, je n'ai pas cité les noms. Tu sais qu'il y a des pulsions libidineuses. Non, je n'ai pas cité les noms. Mais oui, qu'on me pardonne. Il y a un académicien de la sociologie politique qu'on appelle Dominique Collat. Sociologie politique. Il parle de l'expression des pulsions libidineuses dominantes dont les chefs des acteurs politiques et l'expression de cette déficience, de cette pathologie sous les systèmes politiques. En fait, c'est ce qu'on appelle la phallocratie. Il y a aussi ce qu'on appelle la phallocratie. C'est-à-dire, la phallocratie, c'est lorsque les acteurs politiques, le système de domination, faire du mal aux autres, les torturer, les déshumaniser, leur procure une jouissance, une sorte d'orgasme qu'ils expérimentent lorsqu'ils font du mal aux autres, un plaisir qu'ils ont lorsqu'ils font du mal aux autres, lorsqu'ils déshumanisent les autres. Et donc, ce n'est pas des invectives, c'est plutôt analytique et c'est descriptif de réalité d'un système politique. Mike Moukebaï, la prison. Kaboun, la prison. Yo so bazio ba sodomiser oti ba s'assurer qu'on juise mi ava bati qu'on a monogona o.
Mais écoutez. Fandaga l'exil qu'on a. D'abord, il faut dire que il faut qu'ils aient l'occasion de le faire. Il faut qu'ils aient l'occasion de le faire. Et je ne permettrai jamais. Oui, mais pas de soucis. Oui, mais tout ça calme. Moi, j'ai géré des généraux. Et je ne vais pas citer leur nom ici. Il y a des généraux à Kinshasa là-bas, un seul, s'il se met debout, avec seulement une compagnie, il va déstabiliser l'histoire là-bas au Congo. Mais non, Boti Kakaka, Azande Konabino, Macha Moumenu, Obese Gratoli, on a aussi ça Péro, Tigana le Banachulou. Ok. Ba Mbutabe, Tuba Bena Kasai, Mabi Mulumba, Mutombo Bakafo Ansend, Papa Munkam, Nanché Maman Marthe, Badi Babouni, Bati Nemoy, Badi Toakula. Quand elle m'a Bela Tshisekedi. Bela Tshisekedi. L'histoire lui donne une opportunité en or d'émerger comme un grand homme d'État qui a mis le Congolais autour. C'est à lui. Fayulu n'est pas garant de la nation. Fayulu doit demander le dialogue. Bon, peut-être comme politicien, il peut faire des suggestions. Mais l'initiative, l'idée, les termes, ça doit venir de Tshisekedi. Et c'est possible. Bamoubela, Bamouamu la Chine. Moi, non, Tshisekedi autour-voile. Tshisekedi autour-voile. Babela mwana muntu wa mfu wa tele. Mwana tumutangila. Tshisekedi ya tumutangila. Mwana tumutangila. Nungeni le bibi jimina. Parce que c'est notre responsabilité. Parce qu'on peut tout dire de Tshisekedi. Mais la responsabilité, c'est vrai qu'il a été. Mais la responsabilité est sociétale. Nous n'avons pas épuisé toutes les voies. Pasteur Babena Kasai, Mutombo Léopold. Mukuna, Pascal. Mukuna, lui, il est déjà disqualifié. Pourquoi Mukuna n'est pas Pascal? N'est pas pasteur. Bon, Mukuna, il est entre parenthèses. Moïse dit, pas pasteur, bonsoir. Imanaï, c'est lui le garant de la nation. L'histoire lui donne l'opportunité de se refaire, de se relancer, de mettre les Congolais autour d'une table pour une délibération qui permet de remettre le Congo sur les rails de la démocratie constitutionnelle, afin qu'en 2018, il puisse quitter tranquillement. À ce moment-là, il y aura circonstances atténuantes. Bela Tshisekedi, Tshisekedi, pas aventurier, ben ba wu na mal, mu Bruxelles, mal là mu bon. Bon, il y a quelqu'un qui déjà bibim pilenga to. Maman Marthe. Bela Tshisekedi, c'est encore possible. Pas pasteur ba ma fille. Ba moi ba moudine. Non, le Seigneur nous a montré qu'il y aura 5, 6 mandats. Il y a ma fille. Non seulement eux, mais même la Senko, même mon évêque Bakundo, soyez proactifs, allez voir Tshisekedi, prodiguez-lui des conseils, priez pour lui, imposez-lui les bonnes mains, parce qu'on lui a imposé les mains inadéquates. Pasteur Roland, je lance l'appel à Pasteur Roland. Pasteur Roland, peut-être, yo yebino peut-être ngaite. Ngana yebio. Comme pasteur, c'est après, boza vraiment ban, boza ban. Quand nous, on était dans les affaires de Dieu, là, à Kinshasa, là-bas, avec Sion, avec, c'est le grand, Albert Lukusa, Kilubawale, ça, tout ça. Vous étiez encore des jeunes. Pasteur Roland, yo, to moni vidéo na yo, zo le bana Tshisekedi yo, ça la demanda, ça la demanda na yo kende. Ça la demanda na yo kende. Au tchaba fondement. Est-ce que ça la cure d'âme te ou ben Tshisekedi ou ban le bon. Dans le bac na yo deux mandats. Ce que yo changement la condition comme macam. Parce que il faut y a un pasteur. Ah en Afrique du Sud, tout ça on la liwa ya pasteur Emakole, voilà pasteur Nanga. Pasteur Emakole. Pasteur Emakole dans les années 80 à Téléma Boyaïs, quand tu apartheid des alissoum, apartheid des injustices, apartheid des ma paix. Il faut que l'on ait noir, il faut que l'on ait démocratie, il faut que l'on ait développement et nyons. Pas critiquer Boyna Boyo aujourd'hui, pasteur Makol a Koufi.
Pas président Nyonso, pas ancien, pas ministre, société civile, pas Nyonso, pas la pasteur. Pasteur Roland, télémas, pasteur, onction, il y a beau solo, il y a vérité, il y a ça là, tu sais que du cure d'âme. Il y a pas que ça y est. Na bato balbaki kalao Kabila totondi onante bango wana kaba fako. Bango wana balyo changement de la constitution une nation de la nation bango wana kaka. Bambuta babene kasai, ba passer babene kasai, bela Tshisekedi. Mais pasteur Roland Dalo, ça là Tshisekedi Kurdam. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, monsieur Kabasubabo, merci Mino numéro ya madame répondre à la question de la mission. Tout le monde a une balasima. Merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Hubert Kabasubabo, acteur politique et politologue des Rénons au Congo. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité politique dans le pays. Merci à vous de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.